monter. Je le sens très impliqué de par son émotion et de par son petit lapsus. Donc il s'est laissé aller dans le feu de son intervention. Et je vous laisse poser des questions pertinentes. J'espère qu'on a une autre conférence jusqu'après une intervention. Donc on va prendre 3 ou 4 questions pour passer à la dernière communication. Ma sœur ne va pas, je pense, très bien. Elle a vécu un stress post-traumatique. Donc pour ceux qui connaissent, bien sûr, du domaine médical, c'est, comme son nom l'indique, un stress qui vient après le trauma, qui dure après le trauma et qui est en rapport avec la mort. Donc il y a une espèce de réviviscence singulière, répétée, en se disant que dès que je vois un couteau, ça me pose un souci. Dès que je vois une agression en direct, ça me pose un souci, même dans des films. Je me sens fortement dévalorisé parce qu'elle n'a pas pu reprendre une activité de professeur dans son établissement, dans n'importe quel établissement scolaire. On ne l'a pas jugée apte à le faire. Donc c'est aussi une destitution, une décapitation, permettez-moi l'expression, professionnelle. Et mes relations avec elle sont extrêmement difficiles parce que je suis celui qui voit, plus que personne sans doute, son état. Je le connais par cœur. Et donc quand elle me voit, elle sait que je suis un... Comment dire? Comme une loupe qui braque les projecteurs sur elle et qui la met à nu sur tous ses problèmes. Donc bien sûr, elle n'aime pas ça et donc elle n'aime pas me voir. Mais globalement, évidemment, je crois pouvoir dire qu'elle va mieux que dans les premiers temps suivant son agression. Des questions? Bonjour, monsieur. Si on a les capacités psychologiques, si on a reçu une formation, on pourra aider cette personne. Dans mon cas, mon métier m'impose à être parmi les premiers intervenants lors d'une catastrophe. Je n'ai pas reçu la formation nécessaire. On peut détecter, je ne sais pas, une personne à travers son regard. Tout à fait. On peut savoir que cette personne a besoin d'aide. Tout à fait. Généralement, même si ce n'est pas notre métier, on essaye d'apporter une aide. Mais cette aide-là, il est accepté différemment. Complètement. D'une personne à une autre. Ben, c'est rappelé... Est-ce que... Oui, pardon. Essayer d'aider en étant mal formé, est-ce qu'on ne fait pas plus de mal que de bien? Je crois que vous avez très bien résumé la situation. On peut, en tout cas, arriver à l'effet inverse escompté, alors qu'on est pourtant de bonne foi et de bonne intention, si on n'est pas suffisamment formé. Et si, après la formation, on ne fait pas aussi les bons choix correspondant à la formation qu'on a suivie. Parce qu'on peut avoir une super formation et puis manquer complètement son intervention après aussi. Hein. C'est pas automatique. C'est pas parce qu'on a eu 18 sur 20 à sa licence professionnelle qu'on va forcément être... parfait lors de l'intervention qui va suivre des années après. Hein. Il n'y a pas de relation directe. Bon. Donc, moi, ce que je crois, profondément, je vais reprendre un petit peu de recul et je vais revenir à notre sujet, mais je pense vraiment que c'est extrêmement important ce que je vais dire. En France,
il y a 25 ans, la profession de criminologie était assez balbutiante. Un peu comme le médecin légiste était un extraterrestre sur une scène de crime dans les années 20, 30, et où police et gendarmerie avaient tout pouvoir pour faire l'enquête et excluer complètement cette belle profession. Et puis, petit à petit, on a vu l'intérêt de ces spécialistes pour la bonne et simple raison que, exemptes de vision de pouvoir, exemptes de vision d'autosuffisance, police, gendarmerie, autorités diverses ont compris qu'on ne peut pas tout savoir, on ne doit pas même tout savoir. C'est-à-dire que lorsque vous avez une formation, par exemple, de policier, chez nous, je répète, il n'y a pas encore si longtemps, il y a peut-être 10, 15, 20 ans, qui consistait à essentiellement faire de la procédure, du sport, du tir, et puis finalement ce que l'on croit être l'essentiel d'une profession de policier, c'est-à-dire répression. On s'est aperçu qu'un policier, c'était insuffisant comme formation, puisque le policier intervient autant en matière de prévention que de répression. Et déjà, le volet de prévention qui est complètement oublié. À cet égard, n'oublions jamais sur les patrouilles américaines, to protect and to serve. Donc on protège autant les gens et les victimes de ce fait, et on sert le citoyen dans la vie quotidienne avant même d'arrêter qui que ce soit. Bon. Et donc, comment imaginer qu'un policier n'ait aucune formation en psychologie pour accueillir les gens, profiler les gens, aider les gens, oui, faire tout ce travail-là de prévention et de relations humaines avec les gens, sans qu'ils deviennent psychologues, évidemment, sans qu'ils deviennent la caricature de ce qu'on lui reprocherait dans ce cas-là, c'est-à-dire être assistant social. C'est pas du tout l'objet. C'est de dire que même lorsque vous êtes dans un interrogatoire, vous croyez que la psychologie peut pas vous aider dans un interrogatoire? Vous savez à qui vous avez affaire, comment poser les questions, comment amener stratégiquement une personne à le faire avouer ou pas, ou avoir des informations plus que si vous n'aviez rien en psychologie. Tout est humain, si vous traitez en tout cas des humains. Et donc l'humain, c'est ce qu'il y a dans la tête et la manière dont il se comporte. C'est ce qu'il y a à l'intérieur et ce qu'il y a à l'extérieur qu'il va manifester. Donc si vous êtes uniquement procédure, vous tapez votre truc sur l'informatique, c'est magnifique. Vous faites votre job, vous posez des questions qui vous semblent clés. Quel alibi? Est-ce que vous connaissez ça? Comment ça s'est passé? Vous confrontez les informations. Vous faites presque un travail journalistique, hein, sans porter atteinte évidemment à la profession ou l'estime des uns et des autres. Mais la vérité, c'est que 3 exemples. Une victime en France ment dans son témoignage à plus de 50%. Nous savons par des études statistiques sérieuses donc que une victime sur 2 ment. Donc à chaque fois qu'elle vient, déjà, se présenter à un service hospitalier, à sa famille, aux policiers, aux ARA, elle ment. Dans un cas sur 2. Après, il faut voir bien sûr les détails. Est-ce qu'elle ment pour cacher quelque chose de plus important? Est-ce qu'elle ment parce qu'elle n'a pas confiance dans l'interlocuteur, qui ne veut pas l'écouter, ou qui relativise, ou qui la dénigre, etc. Elle ment parce qu'elle n'est pas prête elle-même à en parler. Donc elle évite pour l'instant l'histoire en racontant tout et n'importe quoi. C'est donc pas forcément le faux témoignage délibéré pour essayer, vous voyez, de porter atteinte, de nuire à qui que ce soit. Il n'empêche, si vous avez donc des faux témoignages, des faux aveux, des fausses restitutions, dans un cas sur 2, il faut quand même savoir détecter ces gens-là. Parce que sinon, vous allez partir sur une plainte, voilà, vous allez partir sur un truc. Et en matière de catastrophe naturelle, c'est la même idée. C'est-à-dire que si vous avez à un moment donné un primo-intervenant qui se ment à lui-même, en croyant bien faire, comme vous le dites, et qui, n'étant pas formé suffisamment, et même formé, adapté, de manière adaptée, n'est pas au maximum de ce qu'il pourrait faire, alors nous sommes à côté de la plaque. Et on va se dire, ah, je suis un spécialiste de la primo-intervention, je connais les victimes de catastrophes, je fais ça depuis 30 ans et je suis... Un peu comme on dit, oh, je suis expert par la Cour de cassation, expert judiciaire, expert de la Cour d'appel, de tout ce que vous voulez, je suis vraiment identifié comme tel et c'est ma crédibilité maximale sur une carte de visite, mais dans les faits,
Aviez-vous été formé à ça? C'est parce qu'on est psychologue pendant 30 ans qu'on sait faire de la primo-intervention. C'est parce qu'on est médecin pendant 50 ans et qu'on est professeur émérite d'université qu'on sait parler à une victime de certains types de choses. C'est faux. Il faut voir si, déjà, cette personne, dans le créneau qu'on observe, imaginons la primo-intervention de victimes de catastrophes naturelles, l'a vraiment fait pendant 5, 10, 15, 20 ans. Déjà. A-t-elle vraiment, deuxièmement, suivi des formations spécifiques, spécialisées sur ce domaine? Troisièmement, y a-t-il un retour de ses pairs, de ses collègues, des victimes, d'autres personnes qui ont été témoins de son intervention, de la qualité évidente et répétée de son travail? Et quatrièmement, même s'il avait les trois cumulés, il peut toujours avoir des moments d'abattement. L'erreur est humaine. Il peut manquer une intervention. La victime est exceptionnellement si différente des autres qu'il ne pourra pas, qu'il manquera la qualité de son intervention. C'est attendu d'avance, c'est évident, c'est humain. D'où l'humilité. D'où l'auto-formation permanente. D'où votre prise des consciences, et merci. Parce que même moi, je le dis, j'ai peut-être 20-25 ans de criminologie derrière moi, je suis plutôt dans la criminologie d'investigation, j'adore la victimologie clinique, évidemment, ce sont mes deux pôles, on va dire, d'intérêt, d'accord, mais il se peut que c'est même sûr, je ne suis pas assez formé à certains égards sur certains domaines. Je dois le reconnaître, je dois faire mon auto-analyse, je dois effectivement me dire que, voilà, je suis capable de faire certaines choses, je suis capable de former, sans doute ici comme ailleurs, beaucoup de personnes à ce domaine, par des simulations vidéo, par des affaires criminelles, par des études de Carrel, encore une fois, c'est capital pour être des réflexes conditionnés, mais je ne saurais pas tout. Et en particulier, je l'ai dit, l'adaptation culturelle de cette formation. C'est comme, voilà, c'est comme si je vous disais, pour finir, nous avons des études du FBI, et nous appliquons en France. Je crois que ça ne va pas marcher de but en blanc, il va falloir effectivement adapter les outils à un système franco-français comme on le ferait en Algérie. Merci. Oui, prenez le micro s'il vous plaît. Pardon, je voudrais poser une question. Selon vous, selon votre expérience, quelle est la proportion ou pourcentage des victimes post-catastrophe qui nécessitent une prise en charge médicamenteuse, c'est-à-dire qui sombrent dans la psychose ou la névrose chronique? Mais tout le problème est justement de la détection. Comment voulez-vous avoir un chiffre valable si vous n'avez pas vraiment diagnostiqué toutes celles qui ont vécu, éprouvé cela? Il faudrait prendre, vous voyez, toutes les personnes qui sont arrivées, on les met évidemment dans un système plutôt hospitalo-universitaire ou de clinique suffisamment averti en la matière, pour pouvoir faire un vrai sondage, une vraie épistémologie de cette histoire-là. Mais à partir du moment où on ne le fait pas, effectivement, on dit bah, les plus graves, on les prend en charge, mais les autres, celles qui ne se manifestent pas, celles qu'on croit que ça va, celles qui effectivement même refusent l'aide, etc., bah, elles sont laissées pour compte et vous n'en savez rien. Si elles développent derrière ce comportement toute une série de choses, on le saura après. Donc, si elles en parlent. Donc il n'y a pas eu d'études sur ça? Non. On ne peut pas, en tout cas, je pense, valider de manière sérieuse une étude systématique dans ce type de situation. C'est impossible. Merci. Je vous en prie. Ce que je sais, en revanche, ce que je peux dire, c'est que une victime, à part celle qui ne peut pas faire autrement, c'est-à-dire imaginez par exemple un épileptique qui va avoir sa crise d'épilepsie, et là tout le monde va le voir. Extrêmement visible. Et bien entendu, l'épilepsie peut avoir plein de causes et pas uniquement un choc traumatique. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que l'homme a malheureusement, sans apprentissage sérieux en la matière, un raisonnement du plus visible et du plus évident. Un peu comme le nez au milieu de la figure, en disant « Ah oui, il souffre ?» Ok, c'est un souffrant. Ah, il pleure? Bah, c'est un souffrant. Ah, il est épileptique, il bouge de partout, il a du sang partout, il est handicapé moteur. Ah, bah, là, c'est forcément une victime. Mais il y a plein de cas, et en particulier dans les traumatismes psychologiques, les violences psychologiques, les chocs, les stress post-traumatiques dont on parlait par exemple, eh bien, des personnes qui se taisent, qui terrent complètement leurs problématiques eux-mêmes. Et là, pour le révéler, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut détecter. Et là, j'en reviens à vous, il faut des formations d'analyse comportementale.
Moi, je suis un spécialiste de l'analyse comportementale. Je suis convaincu depuis des lustres que non seulement la psychologie capitale, mais qu'il faut aller, puisque tout le monde ne peut pas exprimer par lui-même son mal-être, d'augmenter le curseur de la perception, du décryptage, du décodage des signes comportementaux du mal-être. Oui, vous me regardez comme ça. Je vous prends un exemple très simple. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'il y a dans votre tête? J'en sais rien. Peut-être que vous avez eu un deuil il n'y a pas longtemps et que vraiment ça vous mine. Mais pour l'instant, vous ne me posez que des questions rationnelles, intéressées, intéressantes. Voilà ce que je pourrais dire si je n'étais pas un spécialiste de l'analyse comportementale. Eh bien, sachons se dire que, là je vous prends tous à témoin, vous me faites ça. Maintenant, vous me faites ça. Monsieur à côté, il est comme ça. Monsieur, il est comme ça juste à côté. Il y en a un autre qui fait ça. Il y en a un autre qui fait ça. Ah. Ici, donc, effectivement, monsieur qui gratte son téléphone. Il prend les deux petits machins comme ça. Il dit, vas-y, comme ça, ok? Là, il est là. Ok? Il est là. Attends, monsieur. Chaque geste est unique. Si je vous regarde dans la salle, je viens de le faire vraiment en direct avec vous, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est que chaque personne a une attitude, un geste, une expression faciale, par exemple, qui est très spécifique comparée aux autres. Et je viens de vous montrer, de but en blanc, qu'il n'y en avait pas un qui avait le même geste. Vous avez un geste différent. Parce que ce geste exprime de manière plus ou moins consciente, plus ou moins inconsciente, mais l'inconscient est le plus intéressant là-dedans, voilà, une représentation, une traduction de ce qu'il y a dans votre tête. Est-ce que c'est une émotion négative? Est-ce que c'est « Ah, je suis concentré. Ah là là, il m'énerve. Ah, qu'est-ce qu'il est chiant ?» Est-ce que... Quelle que soit la manière, voilà. Mais par contre, décoder. Ça, c'est capital. Il faut avoir un bon décodeur. Quand vous faites ça, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous faites ça, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous faites ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si vous voyez une victime, revenons à notre sujet, de catastrophe naturelle, qui exprime des comportements de ce genre-là, et que vous avez le bon décodeur, le bon mode d'emploi qui va avec, vous savez que quand il fait ça, il est très gêné aux entournures de ce que vous êtes en train de lui demander, et qu'il n'a pas envie de répondre, et que c'est souvent en rapport avec l'intimité, et que... Non. Ça va barrer la relation avec vous. Alors qu'est-ce que vous faites si vous avez vu ça? Vous reformulez la question. Vous lui donnez une petite voilà, geste affectif, effectivement, qui renoue un peu la relation. Vous allez repartir sur un sujet complètement différent. Vous voyez, vous allez effectivement de raccrocher la personne plutôt que de persister sans avoir vu et décoder ce comportement sur la même question, le même problème qui va complètement fermer la relation. Il faut des formations d'analyse comportementale. C'est incontestable. Merci, M. Monté. On passe à la question suivante, s'il vous plaît. Bon, bonsoir, monsieur. S'il vous plaît, la dernière fois, j'ai entendu... Présentez-vous, s'il vous plaît, si c'est possible. Je suis de Tiché. Je suis de Tiché, à Croissant Rouge. Pour la dernière fois, j'ai entendu votre spectacle concernant le Croissant Rouge, mais j'ai entendu sur le Croissant Rouge en général. Ce n'est pas Croissant Rouge précis en Algérie, parce que Croissant Rouge en Algérie, en France, ce n'est pas le même cas. D'ailleurs, en Algérie, quand vous voulez bien d'être parmi les premiers secours, c'est un grand problème. Je donne un bon exemple. La dernière fois, j'étais à Alger, en plein de quartier d'Alger, j'étais avec un membre de Croissant de Bouger, c'est monsieur. On a trouvé que quelqu'un, moment de marcher dans la rue, on était avec le véhicule, celui conducteur. Un moment dans l'autre, on a trouvé quelqu'un qui est tombé dans le trottoir. Mais personne qui vient pour l'idée. Il y a des gens, il y a des couples, il y a des femmes qui passent devant lui, juste pour voir lui passer, pour pas d'arrêter. Parce qu'il a peur d'arrêter, d'être mort. C'est un grand problème. C'est sûr. Par contre, Rachid, ce monsieur, il voulait bien d'arrêter. Il me dit, Rachid, non, vous êtes en Algérie. Si tu arrêtes, la police va te faire l'enquête. Ton père, ta mère, et tout de suite. C'est vrai. Donc, quand on rejoint l'Algérie, il y a des limites. Par contre, en France, tu vas aller te faire un bon secours, à ce moment-là, on va te féliciter. La gendarme va te féliciter. Mais si en Algérie, un gendarme ou bien un policier, monsieur, comment c'était une enquête terrible.
À ce moment-là, je vais bien t'expliquer ce que le Croissant Rouge en Algérie bien précise. Parce qu'en Algérie, en France, c'est pas le même cas. C'est sûr, monsieur. C'est sûr, monsieur. Alors, sur votre exemple, je ne suis pas totalement certain que ce soit systématique. Vous savez pourquoi? Pas plus tard que ce matin, en sortant de mon hôtel, pour venir à la conférence, j'ai vu, de mes yeux vus, plusieurs personnes de la rue. Je prends un témoin, peut-être une personne qui est du Croissant Rouge, mais voilà, des personnes qui étaient dans la rue, et il y avait un individu qui était très mal, qui avait perdu conscience, pour tout dire, et qui, voilà, était allongé par terre, et puis donc on avait à la fois le Croissant Rouge, mais il y avait aussi d'autres personnes dans la rue qui étaient intervenues juste avant, puis ensuite, le policier, peut-être même deux, je crois, qui, voilà, était en train de travailler à la même chose que tous les autres. C'est juste pour dire que il y a sans doute des éléments culturels qui vont limiter, freiner, entraver une intervention de ce genre-là. Mais je crois surtout à chaque personne. On oublie la casquette, on oublie les habitudes, on oublie presque la culture. Si vous prenez, vous n'avez pas une dimension finalement généraliste, mais vous regardez bien ce qui se joue dans certaines familles, certains policiers, certains acteurs de la vie sociale, vous pouvez avoir tout le contraire de ce que vous croyez. C'est comme si je vous disais oh, tous les Français sont des râleurs, ou alors tous les Algériens sont ce que vous voulez. Non, il y a bien entendu des Algériens qui sont comme ça, comme des Français sont comme ça, mais il y a aussi des gens très bien et des gens qui vont aider leurs prochains de manière exemplaire. Et puis, je ne crois pas que ce genre de manifestation du jour, par exemple, soit l'exemple que vous donnez, parmi tant d'autres exemples. C'est-à-dire le fait qu'il y a la capacité pour un être humain en Algérie d'organiser, de faire des choses pour faire avancer de manière constructive l'élan du cœur, et qu'il suffit que nous allions tous dans le même sens, en tout cas ceux qui veulent en tout cas y participer dans un premier temps, pour que les choses avancent à notre échelle. Je crois profondément à ce que les choses avancent avec les personnes de bonne volonté à notre échelle. Et si nous aurions déjà sauvé, on le dit 1000 fois, mais une seule vie, parce qu'à la suite de cette conférence, il y aura eu un déclic pour au moins une personne, alors nous n'aurons jamais fait cela pour rien. Merci, M. Monté. Donc, on prend une dernière question. Voilà. Ou plutôt deux, parce qu'il y a une communication juste après. Une dernière, un aspect, je voudrais Il faut être bref. Merci pour cet exposé très instructif. On a parlé des victimes des catastrophes, et j'aimerais souligner un aspect sur les intervenants, justement, dans la catastrophe des secours. Et je parle du Croissant Rouge, j'ai remarqué par rapport à nos volontaires, ils ont aussi besoin d'une prise en charge psychologique. Parce qu'ils développent après des comportements anormaux. Par exemple, ils s'attachent beaucoup à la victime. Ils n'aiment pas décrocher, ils ne veulent pas partir se reposer. Alors là, on arrive généralement au burn-out avec nos volontaires. Donc là, j'aimerais bien qu'il y ait une formation, ou je ne sais pas, un aspect. On doit inclure ça dans une prise en charge psychologique des intervenants directs des secours. C'est un aspect qu'on... Là, je suis entièrement d'accord. Si je devais donner le top 5 des formations, 5 formations capitales, je pense qu'il y a d'abord les premiers secours psychologiques. Mais il y a beaucoup de choses à faire parce que, voilà, c'est pas. On a bien compris que c'était. Là, je vous ai montré les directives générales, mais il faut vraiment les conditionner par des simulations vidéo, notamment, où chaque stagiaire passe au crible avec suffisamment de. Voilà, rôder l'histoire. Deuxièmement, il y a tout ce qui est gestion du stress, débriefing véritable, et ce que moi j'appelle ressources personnelles, ressources professionnelles, c'est-à-dire comment n'importe qui, victime ou intervenant, peut trouver des pistes sérieuses de rétablissement, restauration, renouvellement, renaissance personnelle, après n'importe quelle catastrophe, n'importe quel problème de sa vie. On peut l'appeler aussi développement personnel. Il y a vraiment des choses à faire et se concentrer sur les évidences de bien-être ou de ressources personnelles. Mais c'est beaucoup plus capital qu'on ne le croit.
Je veux dire, je ne sais pas si c'est vraiment le cas en Algérie, que je connais moins, mais quand même, j'ai visité peut-être une quinzaine de pays africains depuis 20 ans, dans tout le continent africain, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Bon, je veux dire que l'Africain en général a une grande tendance à résoudre ses problèmes lui-même. C'est-à-dire et c'est la raison d'ailleurs principale pour laquelle, je crois, la psychologie est reléguée au second plan. C'est-à-dire que voilà, la psychologie, c'est utile à quoi? Parce que bon, voilà, on a un problème, mais je croyais vraiment qu'un psychologue va nous aider. Je croyais vraiment effectivement que la psychologie sera utile pour nous. Voilà, on sous-estime clairement cette histoire-là, et pourtant, quand on regarde la vie d'un Africain en général, quand je dis africain, j'insiste, ce sont tous les pays que j'ai pu visiter, avec qui je suis souvent resté 5, 10 ans, pour en tout cas la majorité d'entre eux. Et je me suis marié à une africaine, donc je peux aussi parler in vivo de ce que c'est. Il y a vraiment presque une inertie, ou si c'est pas une inertie, une habitude de vie monstrueuse, à ne pas demander à l'autre un soutien psychologique, mais plutôt de croire, à tort, de mon point de vue en général, qu'on y arrivera tout seul. Et donc, je veux dire que la deuxième formation, elle est là, le développement personnel. Troisième formation, c'est donc la prise en charge des primo-intervenants. Parce que là, c'est spécifique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a vécu au cas par cas. Là, c'est quasiment un entretien individuel pour voir quel est le problème qui l'a vraiment miné, plombé. Pour moi, c'est presque prioritaire d'ailleurs, parce que comme une personne va voir plusieurs victimes, il faut commencer par lui, plutôt que de commencer par les victimes. Et voilà, c'est prioritaire de ce point de vue-là. Quatrième formation, c'est tout ce qui est en rapport avec la victimologie en général. C'est-à-dire, il faut connaître la psychologie des victimes en général. Qu'est-ce que c'est qu'un traumatisme vraiment avec toute la diversité? Qu'est-ce que c'est qu'une victimisation transgénérationnelle? Qu'est-ce que c'est que le rapport avec comment dire, les ressentis d'une victime que j'ai évoqué tout à l'heure? Voilà, plein d'aspects cliniques, toute la diversité clinique. Un peu comme un médecin va dire, il y a plusieurs problèmes qui se posent pour un patient. Et donc, si j'ai un diagnostic à poser de médecin sur un patient, il faut qu'on ait des primo-intervenants croissants rouge ou ailleurs qui puissent poser un diagnostic sérieux sur tout type de victime. Voilà. Et là, c'est de la victimologie clinique générale. Et enfin, la dernière formation, c'est très clairement tout ce qui est coordination, protocole d'intervention. Ça, j'y crois profondément. Et au-delà de l'aspect législatif qui était très bien évoqué ce matin, c'est-à-dire là, c'est beaucoup plus organisationnel, c'est beaucoup plus institutionnel. Il faut vraiment avoir une réunion au sommet avec police, gendarmerie, Croissant Rouge, la totale, tous les intervenants, l'école qui est évidemment capitale aussi, pour pouvoir structurer et formation et coordination d'intervention. Voilà. C'est les 5 priorités de mon point de vue. Merci, M. Noté. Donc, on va prendre 2 dernières questions. Le docteur est le cadre de l'urbanisme. Donc, il va poser ces questions. Après, ce sera à vous. Voilà. C'est juste pour consolider votre présentation, si c'est possible de nous parler du syndrome de Stockholm. Syndrome de Stockholm. Tout à fait, oui. Je crois que de manière assez simple, pour le présenter, il y a 2 ou 3 phases de temps, 2-3 temps, chronologiquement parlant, par lesquels passe un otage, psychologiquement. D'abord, bien sûr, l'otage se sent vraiment pris comme otage, il a peur, il est dans la défiance et la vraie peur même de celui qui l'a pris en otage, et il le considère vraiment comme un ennemi. C'est normal, je crois que tout le monde peut le comprendre. Deuxième phase, le temps passe. Le temps passe, et donc dans ce temps, il faut comprendre que comme dans une relation rapprochée, une relation de proximité, une relation donc quelque part, on est à la merci de preneurs d'otages qui sont les décideurs de notre vie, les décideurs de notre sort, les décideurs de presque vie ou mort, à certains égards, s'ils sont armés, voilà, ce genre de choses. On en commence à renverser l'image qu'on a d'eux, en disant qu'ils ne sont pas forcément les ennemis, mais de gré ou de force, de toute façon, ils vont faire la pluie et le beau temps de ce qu'il va arriver. Donc autant, quelque part, être plutôt amis avec eux.
autant être un petit peu dans la relation plus rapprochée, en tout cas, avec eux, et se dire que si, quelque part, ils décident de notre vie, ben, vaut mieux être de leur côté. Et troisième temps, et là, je crois aussi on peut facilement comprendre, quand vient le moment de l'assaut des forces d'intervention, police, à l'extérieur, qui vont se dire, on ne peut pas les faire traîner la situation, il faut intervenir, il faut stopper ces preneurs d'otages, terroristes ou autres. Et là, que croyez-vous que pense la victime prise en otage à ce moment-là? Quel est l'ennemi? C'est celui qui va intervenir et qui va bombarder tout, tuer toutes les personnes au risque de leur vie d'otage également. Et donc, les défenseurs des assaillants extérieurs deviennent très logiquement leurs preneurs d'otages. Et le syndrome de Stockholm consiste donc à dire, en conclusion, que l'otage prend fait et partie pour leur preneur, protégé, défendu, nourri parfois même par leurs preneurs d'otages, un peu comme ils redeviennent un peu bébés, infantilisés, et iront même jusqu'à dire certains spécialistes, face à un père ou une mère nourricière. Donc, dernière question, s'il vous plaît. Bismillahirrahmanirrahim. Tout d'abord, je me présente, Omar Tegelmem, chargé de dossier séisme au niveau de la direction de logement. Je ne suis pas venu tout seul, je suis venu avec mes collègues, c'est 3 ingénieurs en génie civil. Ravi. Cela dénote l'intérêt de l'État à s'impliquer dans ce phénomène-là, sur la gestion des catastrophes naturelles, notamment pour les cas, la séisme et autres. Ceci d'un côté, étant un citoyen algérien et bougiote, ça m'écoeure de voir qu'on est en train de diaboliser ce qu'on fait, ce que fait l'État. Je crois que lieu de constater, le constat il est apparent. Il y a des manques et on va s'entraider à corriger ce manque et à venir assister à notre population, notamment ce message-là pour ceux qui critiquent et qui peuvent eux-mêmes apporter un plus. Si vous pouvez apporter un plus, on n'attend pas, on agit, agissant ensemble pour notre wilaya, pour notre pays, si on se sent algérien et si on aime notre pays. Alors ça m'écoeure de diaboliser l'Algérie. Par contre, ce que je tiens à remercier le Caravansary Rouge algérien, l'université pour ces 2 journées. Et je remercie encore M. Laurent, le docteur, pour son intervention. Néanmoins, j'ai un avis sur ce qu'elle a défini pour le PSP, sur les premiers secours psychologiques. Je crois que ce phénomène-là, ça peut être appliqué sur 2 cas, sur les 6 cas qu'on vient de traiter, ou bien qu'on vient, c'est le séisme et un degré moins, le glissement de terrain, car c'est l'impact imprévisible. Mais pour la sécheresse, l'ouragan, les inondations, les feux, on les voit, on les prévoit. Et il y a des organismes qui suivent le climat, qui peuvent nous renseigner sur le degré, l'intensité de ces phénomènes-là. Alors c'est des choses où l'être humain est les responsable. Et les responsables dans ces catastrophes-là, dans ces gestions-là. Alors, la solution, je crois, si j'ai quelque chose à proposer, c'est on s'entraide à régler les causes de ces catastrophes et de voir mieux. Et merci. Alors d'abord, et je vais faire vite, oui. Je crois n'avoir entendu personne ici depuis que je suis là diaboliser les autorités ou l'Algérie. Le mot est trop fort. D'accord ? J'ai pu entendre des critiques, j'ai pu dire à un moment donné des choses qui ne vont pas, les lois ne sont pas appliquées, il y a vraiment des trucs qui devraient se passer autrement. Mais c'est juste vous dire, puisque les mots ont un sens, que diaboliser, diable, la totalité des choses qui ne vont pas, j'ai pas entendu ça. Et je profite de l'occasion pour dire et exprimer avec force même que je suis très reconnaissant vis-à-vis de toutes les autorités publiques et tous les intervenants privés sérieux qui, depuis longtemps, comme le Croissant Rouge, font des choses admirables. Comme vous faites des choses admirables. Et
vous avez raison de dire qu'il faut, d'un côté, valoriser, motiver, reconnaître à César ce qui est à César, et voilà, tendre la main, travailler ensemble, évidemment. Évidemment. Mais je crois aussi qu'il faut tirer leçon de ses erreurs. Personne n'avance d'un petit enfant qui ne tire pas les leçons de ses erreurs, comme un adulte qui ne tire pas les leçons de ses erreurs, comme un primo-intervenant qui ne tire pas les leçons de ses erreurs, comme un grand colonel de gendarmerie qui ne tire pas les leçons de ses erreurs, etc. etc. Il faut savoir aussi entendre les critiques. Il faut aussi entendre ce qui ne va pas. Il faut se dire que si vraiment il y a quelque chose qui n'a pas marché, prenez par exemple, excusez-moi, le Portugal qui affiche je ne sais pas combien de victimes mortes à la suite d'un incendie de forêt. Il y a quelque chose qui tourne pas rond quand même dans l'organisation institutionnelle, dans l'histoire protocolaire par exemple, hein, des protocoles d'intervention, ça c'est évident. Et donc on peut se dire, bah oui, mais tout le monde travaille bien, c'est merveilleux, des choses se font bien, ok, mais si on occulte ces victimes, si on occulte ces problèmes, si on occulte aussi ce que voilà, on doit entendre, eh bien on ne peut pas avancer aussi, je pense, comme ça. Je pense qu'il faut équilibrer en fait, hein, voilà, équilibrer l'encouragement de ceux qui travaillent bien déjà, et qui peuvent encore mieux travailler, avec les leçons à tirer de ceux qui critiquent et qui, à juste titre, pointent du doigt ce qui ne va pas. Simplement, dans l'état d'esprit, comme je l'ai dit ce matin, je crois profondément qu'il ne faut pas être pessimiste, il faut être optimiste. Et si on n'est pas optimiste, on va être pragmatique en se disant, ben voilà, c'est un état d'esprit. On peut se dire coup de gueule, mais il faut que ça devienne coup de cœur. Il faut que ça se transforme. Parce que si vous restez dans le coup de gueule, vous êtes un râleur. Vous pestez tout le temps, vous n'êtes pas audible. Parce qu'on dit, oh lui, il va nous faire chier encore. Lui, on l'entend, mais c'est quoi? Il est toujours à contester, protester. On dirait presque un syndicaliste de la première heure. Non. À un moment donné, il faut se dire, voilà, nous présentons des choses qui ne vont pas. C'est un fait, avéré, justifié, prouvé. Ça ne veut pas dire que vous travaillez mal. Ça veut dire que ces choses-là, puisque vous travaillez bien, faites-le. Faites-le mieux. Tenez compte de ce que je vous dis. Donc, merci, M. Monté, pour cette valeureuse